Enzo, tu n'as pas oublié l'anniversaire de mon fils ce soir? Ouais, non. Je sais bien, les enfants, c'est sacré. Bon, c'est pas tout ça. Au travail. Et Henri, tu vas voir le cadeau que j'ai acheté pour ton fils. Je vois surtout que la gâchette est cassée. Si je tenais celui qui a remis ça sans rien dire. Eh, fais attention, mon gars, hein. Surtout avec une vieille casserole pareille, hein. Ah, c'est sûr, une bécane comme ça, on la trouve même plus dans le commerce. À partir du moment où elle marche. T'es dingue, tu vas les changer, hein. Mais j'ai pas le temps, Enzo. Le chef m'a commandé le travail tout de suite. Et le travail, ça n'attend pas. Non mais attends, tu exagères là. Hein? Il y a de l'électricité là-dedans. C'est dangereux. Mais j'ai pas envie de mourir. Ne t'inquiète pas, mon petit père. J'ai des bottes. Allez, on est pressé. Donne-moi un coup de main, amène-moi l'échelle. Ouais, c'est ça, ouais. Pressé, pressé. C'est comme ça que les pépins arrivent. Du travail d'origine électrique diminue chaque année, mais on notera qu'ils surviennent en majorité en basse tension. Les experts sont unanimes, la prévention est nécessaire pour lutter contre les... Bon, oui, je la mets où? Si, contre le coffrage. Allez, Enzo, mets-moi le juste, s'il te plaît. Mais... Hé Henri, regarde. La terre n'est pas accordée là. Attends, je finis ça, Enzo. Oh, hé. Attention là. Il arrive quelque chose de grave à Henri. Mais pour mieux comprendre, rappelons d'abord quelques notions d'électricité. Longtemps associée à la colère des dieux, la foudre est la manifestation la plus spectaculaire de l'énergie électrique. Comme pour la foudre, le courant produit par un générateur est constitué de charges électriques qui se déplacent d'une borne à l'autre. Sur la plupart des générateurs en courant alternatif, l'une des deux bornes est reliée à la Terre. C'est cette borne qu'on appelle le neutre. L'autre borne s'appelle la phase. En branchant la lampe à la prise, le courant emprunte aussitôt le chemin entre la phase et le neutre. Et là, où est la phase? Difficile de savoir. Ah, peu importe, le danger est bien là, invisible, tapi dans ses fils dénudés. Ou ces rallonges branchées qui traînent ça et là, le courant est prêt à montrer les crocs. Et quand on parle de danger... C'est de danger de mort. En milieu mouillé, avec le courant alternatif, on peut mourir à partir de 25 volts. 25 volts seulement? Quand on pense que nos perceuses comme celle d'Henri fonctionnent en 230 volts. C'est fou. On parle pourtant de basse tension. Oh là, attention aux mots. La basse tension est plus que suffisante pour tuer un homme. Mais se priver d'électricité, je n'y pense pas une seconde. Moi non plus. L'électricité, c'est la vie, tant que le risque est maîtrisé. Alors, il faut se protéger. Dans les matériaux tels que le cuivre ou le fer, le courant passe facilement. On dit que ces matériaux ont une faible résistance électrique. Ce sont des conducteurs. Au contraire, dans d'autres matériaux comme le plastique ou le verre, le courant ne passe plus. Ce sont des isolants, leur résistance électrique est élevée. Un appareil électrique possède souvent une enveloppe conductrice que l'on touche d'une manière ou d'une autre. Cette enveloppe, on l'appelle aussi une masse. Oui, tout à fait. Relions donc cette masse à la Terre. En cas de contact accidentel entre la phase et la masse, le trajet du courant de défaut passe principalement par la Terre qui est conductrice pour retourner au générateur. Mais si l'homme touche la masse, avec la mise à la Terre, est-il pour autant à l'abri? Oh là, pas si vite. La mise à la Terre ne suffit pas. Il faut en plus un dispositif de coupure automatique que l'on appelle différentiel. Oh là là, la Terre reliée à la phase d'un circuit sous tension, mais je rêve. Vert jaune pour la mise à la Terre. Un conducteur bicolore à ne jamais confondre. Oh, Que
Que s'est-il passé pour Henri? Le ressort de la gâchette cassée a fait contact entre la phase qui alimente l'appareil et la masse de la perceuse qui n'est pas reliée à la terre. Le courant de défaut avait donc rendu l'objet dangereux. Mais Henri a pourtant des bottes bien isolantes et perce un trou dans du bois. Oui, mais l'échelle métallique est en contact avec la terre, ce qui permet au courant de passer. C'est en descendant d'un échelon qu'Henri empoigne le montant de l'échelle. Première hypothèse, ses mains sont parfaitement sèches et le courant qui lui traverse le corps provoque un arrêt respiratoire dû à la contraction du diaphragme. Sûrement la mort à partir de 3 minutes de contact. Deuxième hypothèse, Henri a les mains mouillées. Or, l'eau diminue la résistance d'Henri. Le courant provoque un arrêt circulatoire. La mort est proche. Qui penserait qu'un travail aussi banal que de percer un trou dans du bois comporterait autant de dangers? Pour sauver Henri, Enzo doit d'abord le soustraire au courant. Mais attention, en touchant Henri sans être isolé, il serait lui aussi électrisé. En fait, il coupe le courant au disjoncteur. Il aurait pu aussi enlever la prise ou se servir d'un objet isolant. Ensuite, c'est une question de secondes. D'où l'importance pour tous de suivre une formation au premier secours. Et c'est ce qui a permis à Enzo de sauver Henri. Si je vous parle maintenant d'un contact entre un fil électrique dénudé et votre corps, vous imaginez assez bien la suite. Eh bien Marcel, qui est plombier, veut raccorder le câble d'alimentation d'une pompe sur le tableau électrique. Ne pouvant pas arrêter la production de l'atelier, il laisse le tableau sous tension et se munit d'un tournevis parfaitement isolé. Mais il ne voit pas que sa gourmette entre en contact avec le conducteur. Le circuit s'est refermé sur lui. Marcel est mort immédiatement. Quant à Arnaud, chauffagiste, il travaille à proximité d'un coffret resté ouvert. Son outil lui échappe des mains. Court-circuit, dégagement énorme de chaleur et de lumière, projection de métal en fusion. Arnaud est brûlé profondément au visage et au bras. Arnaud et Marcel auraient dû être informés des risques encourus et on aurait dû donner des instructions pour fermer à clé ces armoires. Quand elles sont vraiment fermées à clé, là, vous êtes tranquille. Tiens, l'outil s'arrête. Exactement ce qu'il faut faire, Kader. Mettre hors tension. Ah, est-ce que le câble n'aurait pas pu passer ailleurs? Je vous le demande. Oh non, Kader, pas de bricolage! Hé, collègue, avez-vous prévenu le chef avant de remettre le courant? Non! Heureusement que je suis blindé contre l'électricité. Non, Kader. Personne n'est blindé contre l'électricité. C'est le différentiel à haute sensibilité qui a coupé le courant immédiatement. Mais avant d'en arriver là, protéger les câbles, c'est se protéger... Et c'est protéger ceux qui vont les utiliser derrière vous. Petite remarque en passant, débrancher un appareil en tirant sur le câble, ça n'arrange pas les choses non plus. Oh oh, un faux contact. Pleine d'initiative, Sophie décide de le réparer elle-même. Premier risque, elle coupe le courant à l'interrupteur. Vous pensez que ça suffit? Eh bien non. Résultat, une chute grave. Alors, Sophie? Je comprends pas. J'avais pourtant coupé le courant. Oui, à l'interrupteur. Mais c'est au disjoncteur général qu'il faut couper. C'est le premier réflexe à avoir, même pour changer une simple ampoule. Une inversion anormale des conducteurs, et ça arrive, n'a permis de couper le circuit que sur le neutre. La phase continuait donc à alimenter le circuit. Si bien que Sophie a fermé le circuit entre la phase et la terre avec son corps. Il faut bien comprendre que la prévention passe d'abord par le respect de la réglementation. Certains évoqueront le manque de temps. Je sais, ce n'est pas toujours facile. En ce qui vous concerne, vous êtes des pros. Mais vous n'êtes pas électricien. Vous n'avez donc pas la qualification pour intervenir sur un circuit électrique. Vous risquez tout simplement la mort. En cas de défaillance électrique, avertissez l'électricien. Ne tentez rien par vous-même. Lui seul a la connaissance suffisante. Regardez-le, c'est son métier.
Il a reçu une habilitation pour travailler en présence du courant. Et il s'équipe d'une tenue adéquate. Oui, Henri, tu as intérêt à vérifier périodiquement ton matériel pour ta sécurité. Ah oui, ça, j'ai tout compris. Et si j'ai un problème avec la perceuse, je l'envoie tout de suite à réparer. Ouais. Et moi, je m'adresse aux responsables. La bonne qualité de l'installation, ça, c'est du ressort de l'entreprise. Mais n'oubliez pas, même avec du bon matériel, les dangers subsistent. Et une bonne organisation du travail est fondamentale pour éviter ces accidents trop souvent dramatiques. Hé Henri, regarde. Ah, je l'ai gardé au chaud pour ton retour. Tu sais, ça m'a vachement secoué quand même ton histoire. Parce que moi, je vais te dire une chose. Je trouve que c'est con de jouer sa vie avec le courant comme une roulette russe. Une fois, deux fois, trois fois, cling, 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 rien ne se passe. Et puis un jour, boum! Tu laisses ta peau. C'est pas grave ça, mec? Hein? C'est pas grave ça, mec? Hein? C'est pas grave ça, mec? Ils sont obligés d'enlever leurs gants. Mais ce ne sont pas des tâches où ça représente un danger. Vous avez pris une carte d'abonnement, je suis bien. Je suis coupé avec un cutter où on coupait un fil. J'ai pas fait attention. Vous aviez des gants? Non, non. Pourquoi? C'est du travail précis qu'on fait. Avec des gants, on n'arrive pas à travailler, quoi. Pourquoi vos gens n'ont pas de gants? Il y en a certains qui ont des gants, d'autres pas. Mais on peut rien faire avec des gants. Vous pouvez pas mettre une vis, vous pouvez pas mettre des gants, franchement, pour travailler. Pour travailler, mettre des gants. Vous croyez pas que s'ils avaient tous des gants, ça éviterait de se faire mal, de se couper sur les arêtes? Ils ont même tous des gants. Ils ont tous des gants, alors il faut exiger qu'ils portent les gants. Je peux pas les obliger à les mettre. Toujours un tout petit peu, une petite brûlure ou une petite griffure, c'est pas... Bon, ben on va désinfecter. Je suis plombier, porter des gants... J'aime pas travailler des gants. On a l'impression de rien sentir dans les mains, j'aime pas ça, on n'a pas... J'aime bien avoir les doigts libres, moi. On transpire, ça colle. Puis il y a des moments où je me fais des boutons. C'est toujours plus épais que les doigts, quoi. C'est trop facile de penser que c'est simple à porter. Que c'est simple à mettre en œuvre. Pour toute intervention manuelle, parce qu'on ne peut pas l'éviter, on a interdit l'accès en mettant des protecteurs asservis. Et lorsque vous avez un dysfonctionnement qui s'opère au démoulage même, c'est-à-dire que le moule est coincé, on met en arrêt d'urgence, donc ça arrête la chaîne, et l'opérateur se munit de gants pour se protéger lui-même parce qu'on n'a pas d'autre moyen, prend les gants et redresse son moule qui s'en va plus loin. Et ensuite, il refait la remise en route du démarrage et ainsi de suite. Il faut toujours se dire, avant de choisir la protection individuelle, il faut toujours essayer de voir s'il n'y a pas, dans la méthode de travail, dans les matériels utilisés, d'autres solutions qui permettraient d'éviter la protection individuelle. La
plupart des gens, ceux surtout qui ont l'habitude de travailler, ne voient pas toujours l'utilité d'un gant. À moins que si vraiment il y avait des gants super étudiés qui vraiment sont efficaces, que ce soit maniable, je sais pas, c'est possible, ça doit exister. Hein. Un bon gant, c'est un gant qui se met facilement et s'enlève facilement. Bien malléable, souple, comme si on avait l'impression qu'on ne l'avait pas sur nous, quoi. Ah, il faut le confort. Hein. Il faut du confort pour pouvoir être précis dans son boulot. Hein. Parce que si on se retrouve avec des... c'est comme si je me mettais à faire de la vaisselle avec ça. Là, les verres, ils vont gicler. C'est ça, il faut qu'il soit très malléable, j'allais dire, très malléable, et que quelle que soit la pièce qu'on a besoin de prendre ou de manier, ça ne pose aucun problème. Il faut effectivement trouver un type de gant qui soit le plus acceptable possible pour les personnes qui vont les utiliser et qui en même temps offre la meilleure protection possible. S'ils étaient plus facilement supportables, j'en mettrais tout le temps, quoi, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. On a l'impression des fois qu'il y a un produit qui n'est pas toxique et finalement peut-être qu'il l'est, alors qu'on s'en rend pas compte, mais bon. Bon bah c'est assez risque et péril aussi, hein. Tu vas te retrouver avec les mains pleines de goudron, toucher un produit toxique ou quelque chose, la ferraille. Moi sans gants je peux pas travailler. Sur un même poste de travail, l'opérateur peut être confronté à un risque de manutention, un risque chimique, un risque de coupure, un risque de brûlure. Le gant universel n'existe pas, donc il faut essayer à chaque fois d'aller au plus près du risque et de trouver le gant le plus adapté. Eh bien, il faut trouver le meilleur compromis. Le meilleur compromis, c'est le gant qui le protège contre le risque prédominant du poste. Donc la difficulté, c'est bien ça. Le gant universel n'existe pas. Donc notre boulot à nous, c'est de trouver le gant le mieux adapté au poste de travail. C'est sûrement pas aussi simple qu'un coup de fil à un fournisseur, ça c'est clair. Non, c'est pas facile. Justement, on fait des études, on a fait fabriquer des gants, on les fait modifier, on les fait essayer, puis on recommence. Mais on y arrivera. Au bout d'un moment, ça va marcher. On a du mal à trouver un gant adapté pour résoudre notre problème d'irritation au bout des doigts, parce que 8 heures comme ça, je peux vous dire qu'à un certain moment, les filles, elles ont les doigts en sang. Que ça coupe la biscotte, hein. Ça fait un peu comme des lames de rasoir. Seulement, bon, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir les gants proposés au départ. On était obligés d'avoir tous les doigts pratiquement enveloppés de sparadrap. Il y a eu un forum pour la main et on nous a proposé plusieurs sortes de gants. Donc des gants souples, des gants plus épais, des gants antidérapants. Et puis on pouvait choisir le gant qu'on voulait. Est-ce que tu as essayé, toi, les gants pour pas te faire mal aux doigts? C'est vraiment un travail de groupe, hein, c'est collectif. C'est autant la direction que les personnes, toutes les personnes de l'usine, quelles qu'elles soient. C'est le dernier gant qu'on m'a proposé. Ils sont très bien pour le bout, rien que pour le bout de renfort, mais d'un côté comme de l'autre, la biscotte elle accroche. Donc on ne peut pas les utiliser longtemps. Moi je dis que le gant qui serait idéal, bien renforcé là, cotonné là, comme les premiers gants qu'on a eu en coton, tout en coton, et là rester avec quelque chose de souple pour la manipulation. Il faut que les personnes qui vont utiliser le matériel de protection individuelle soient associées au choix de ce matériel. Il faut qu'elles aient pu en faire l'essai sur des temps relativement importants. En tout cas, il ne faut pas choisir pour eux. Il faut que ce soit avec eux qu'on choisisse ces protections individuelles. Sinon, elles ne seront pas portées. Elles seront vécues comme une entrave en plus et comme peut-être même un non-respect de l'activité professionnelle des gens. Bah disons qu'on ne peut pas nous imposer quelque chose comme ça sans savoir si ça va convenir ou pas, quoi. C'est surtout nous qui travaillons avec, donc on a besoin d'avoir quelque chose qui nous convienne en permanence. Voilà, donc ça fait à peu près 15 jours que je vous ai donné les gants, je crois. Hein? Oui, j'ai une semaine en repos. D'accord, donc vous les avez essayés sur une semaine. Oui, hein? On avait listé les risques encourus, en fait, c'était coupure, hein, avec les couteaux, les coincements, réglage des couteaux au niveau des optima et des grossis. Hein, c'était surtout les grands points. Alors,
Conclusion de l'essai. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces gants? Ils sont assez agréables à porter, toujours. Agréables à porter. Intéressant. Donc vous arrivez à faire les réglages. On sent mieux les couteaux directement à main nue pour finir le réglage. La vérification de la coupe se fait main nue. Oui, s'il y a un problème, par exemple, de couteau ébréché sur une machine, on est obligé de le sentir à Vous avez l'ombre. essayé quand même avec ce gant pour savoir si vous aviez des sensations? Là, il y a des couteaux ébréchés, on peut faire l'essai, hein, mais... Ouais, c'est intéressant ce que... D'accord. Oui, il faut être professionnel, oui, je suis à peine. Ouais, c'est un peu... Hein? Alors, si vous mettiez des gants... Vous sentez quelque chose quand même. Donc c'est un gant qui n'a pas une protection contre la coupure maximale, certes, mais il offre une bonne dextérité. Donc il vaut mieux parfois au niveau des gants privilégier un gant dont on saura qu'il sera porté même s'il n'est pas efficace à 100% contre le risque, que proposer un gant efficace à 100% contre le risque que l'opérateur ne portera pas parce qu'il ne peut pas travailler avec. Ce qui a changé à ce poste-là, c'est que la personne avait deux moyens de protection. Donc, pour intervenir, il fallait enlever le gant, mettre le manchon, remettre le gant. Ça faisait une gêne pour l'opérateur. C'est pour ça qu'il faut avoir des gants efficaces, un gant suffisamment épais dans les bouts et qui protège également jusqu'au haut du coude. C'est assez grossier, c'est sûr. Mais ils sont d'accord de mettre des gants pour intervenir parce que ça brûle. Mais quand on leur donne des nouveaux gants tels que les manchons, ils disaient que les manchons c'était pas bien parce que c'était trop long à mettre. Petit à petit, il leur dit faut plus que vous vous brûlez les avant-bras, donc on va vous mettre des nouveaux gants avec des manchettes. Chacun a pu les essayer. On s'est aperçu que par la suite, il fallait les renforcer. Voilà le type d'amélioration à apporter. C'est tout ce renfort au niveau du pouce et intérieur. Tout ça pour permettre de prendre le moule qui est assez large. On s'est rendu compte que ça ne convenait pas totalement entre la théorie et la pratique. Il y a un monde qu'on a découvert par tâtonnement et ça a mis un an, quoi, à peu près. M1000, c'est presque un gant Eudberg, quoi. Oui, s'il y avait une référence, au lieu que ce soit une référence MX033, ça pourrait être un gant Eudberg, manipulation de moule, enfin bon. Il est vraiment conçu, c'est de la haute couture, c'est pas du prêt-à-porter, quoi. Enfin, on a pris conscience que de travailler, on ne va pas au boulot pour se blesser, pour s'esquinter, pour s'estropier. On va au travail vraiment pour gagner sa croûte et pour faire que l'entreprise puisse aussi également continuer à progresser grâce à tous ces comportements-là, quoi. Bénard, Jean-Marie. J'ai affûté un forêt quand la pièce a cassé. J'ai reçu un éclat de métal dans l'œil droit. Blanchard Huguette. J'ai ajouté de l'acide dans un bain de trempage quand une pièce s'est détachée et est tombée dans le bain voisin qui m'a éclaboussé l'œil droit. Callaway, Youssef. Je me landais au poste d'affûtage et en passant devant un collègue qui molait, un grain m'a sauté dans l'œil droit. Ramponneau Jean-Pierre. En soufflant une pièce, une limaille m'a sauté dans l'œil droit. L'accident concerne Morillon Bernard. Je crois qu'il était sur le tour quand il a reçu un copeau dans l'œil gauche. Ça s'est passé hier après-midi et on a retiré le copeau. Mais apparemment, il en est resté un morceau dans son œil. Alors, comme ça lui a fait mal toute la nuit,
Ce matin, il est allé à l'hôpital et ils l'ont gardé pour l'opérer. J'ai reçu un copeau, oui, comme tout le monde, quoi. Aucun machiniste ne reçoit pas de copeau. Hein. J'avais les lunettes de sécurité et ça a quand même passé en rebondissant sur le côté. En passant la soufflette pour nettoyer des outils. Donc pas de lunettes forcément. Et puis éclat dans l'œil, quoi. Malgré les protections des lunettes, il y a toujours un petit passage qui se passe. Ou alors le voisin à côté qui meule. On gratte le châssis avec des spatules. Et ça projette plus ou moins les grains qui adhèrent sur les parois, quoi. En faisant des bavurages ou en donnant un coup de soufflette, il y a des particules qui partent et qui volent des fois dans les yeux. Voyons un œil de face et de profil. L'œil se compose de l'iris, la pupille, la conjonctive, la cornée, le cristallin, le vitré, la rétine. La lumière passe par la pupille, traverse le cristallin qui fait office de loupe, puis vient se déposer sur la rétine qui, à l'aide de ses multiples cellules nerveuses, transmet l'information au cerveau. L'œil est donc un dispositif fragile qui peut subir plusieurs types d'accidents. Lorsqu'un corps étranger solide atteint l'œil, la gravité de l'accident dépend de la nature de l'objet, de sa vitesse et de son point d'impact avec l'œil. S'il ne pénètre pas, il frappe la conjonctive et provoque rougeur, douleur, gêne et larmoiement. Il s'agit d'une conjonctivite. S'il traverse la conjonctive et atteint la cornée, il se produit un ulcère au point d'impact. Quand il reste fiché et qu'il faut pratiquer un micro-curetage, la cicatrisation peut laisser une trace qui altérera la vision. Si le corps étranger atteint le cristallin, il risque de provoquer une cataracte, c'est-à-dire une opacification du cristallin et donc une perte de vision. Un corps étranger dans le vitré fragilise l'œil et peut provoquer un décollement de la rétine et donc une perturbation grave de la vision. Lorsque l'œil a reçu un produit chimique, le risque principal est la brûlure. Celle-ci peut s'étendre à toute la surface de l'œil et en profondeur selon la toxicité du produit, jusqu'à supprimer totalement la vue. L'ensemble de ces risques s'aggrave avec le temps. Laisser un corps étranger dans l'œil peut provoquer une sidérose. Les particules de fer vont rouiller au contact de l'humidité de l'œil et provoquer des lésions irréversibles. Les autres métaux, eux aussi, peuvent provoquer des infections diminuant la capacité visuelle. Ne pas avoir mal ne signifie pas que ce n'est pas grave.